de droits de l'homme. Ensuite, oui, elle a aussi, je signerai pour finir, elle est lauréate du prix Martin et Hulse pour les défenseurs des droits humains. Ensuite, donc, prendra la parole Myriam Sajmas, qui est directrice également d'un programme qui est lié au Conseil de l'Europe. Elle dirige un département dédié au contentieux des entreprises et des droits humains, et elle est particulièrement impliquée dans les contentieux relatifs au devoir de vigilance des entreprises, notamment en Allemagne. Canel Lavitte est avocate de formation et juriste en contentieux des entreprises et droits humains. Elle développe également des travaux, mais aussi des actions contentieuses transnationales, donc toujours en matière de responsabilité environnementale et sociale des entreprises, mais elle a aussi travaillé conjointement avec l'organisation Sherpa sur les questions du financement du cimentier français Lafarge, et notamment sur les liens qui pourraient éventuellement y avoir avec les entreprises terroristes et complicité de crimes contre l'humanité. Laurent Sinopoli, dont je passe aux acteurs, aux participants de notre université. Laurent Sinopoli est, comme en tout cas les participants français le savent, professeur de droit international privé à Nanterre. Elle est vice-présidente actuellement de l'université, et elle a travaillé du point de vue du droit international privé sur la question de la responsabilité également des entreprises, et notamment sur les questions sur les impacts en termes de droits humains, et elle est membre également de l'organisation ou de l'organisation non gouvernementale et de l'association Sherpa. Paul Moujol est doctorant à l'université de Nanterre. Il effectue sa thèse sous la direction de Laurent Sinopoli. Il travaille depuis plusieurs années sur les questions également climatiques, sur les questions de responsabilité des entreprises, et notamment sur le devoir de vigilance. Il est également engagé dans plusieurs associations dans ce domaine. Et enfin, Juliette Camille est également doctorante à l'université de Nanterre, sous la direction du professeur Emmanuel Deguès. Elle est également experte et spécialise des questions de vigilance et de vigilance des sociétés transnationales en matière de droits humains ou droits fondamentaux. Et elle a également, elle travaille surtout sur les questions en termes de droits comparés sur ces questions. Donc voilà, on a un panel, je crois, bien représentatif et expert de ces questions qui nous occupent, et je passe donc sans plus tarder la parole à Alejandra Ancheita, que je remercie vivement d'avoir donné l'opportunité à l'Université de Paris-Nanterre de partager ce travail et cette présentation avec vous. Alejandra? Thank you so much. Thank you so much. Good morning and good afternoon. First of all, I would like to thank the University of Paris-Nanterre for being with us today. As Veronique already said, I had the pleasure to meet some of you during the ceremony where I was conferred an honoris causa in September 2019. And I wish to recall the University of Paris-Nanterre has always distinguished herself for being the nest of student social movements, as the one who took place in 1968. I am glad to be sharing this space with Veronique Champel-Desplas, the Distinguished Research Vice President of Paris-Nanterre,
as well with Lorenz Sinopoli, a brilliant international private law professor, Juliette Cami, a due diligence expert, and Paul Moguelon, who is a PhD candidate with experience leading cases under the French corporate duty of vigilance law. I am also pleased to be here with my dear colleagues Miriam Sagemas and Canel Lafir from the European Center for Constitutional and Human Rights, with whom ProDESC has worked for long now. I will start by briefly introduce myself. I'm Alejandra Encheita, as Veronique also said. I am a Mexican lawyer and human rights defender, and in 2005, I founded ProDESC, the project of economic, social, and cultural rights. Since its foundation, ProDESC has focused in two main areas: the rights to land, territory, and natural resources of indigenous communities, and labor rights of workers, especially women. At ProDESC, we work with a comprehensive approach that considers the defense of human rights through strategic litigation, strategic communication, research to advocate in decision-making spaces, and strengthening human rights defenders as well as their groups and communities. Today, along with my colleague Miriam Sagemas and Canel, we will be presenting the Unión Hidalgo's case, which is an indigenous community from the state of Oaxaca in Mexico. I will start by sharing a small video which gives us a quick overview of the context, the issues, and the community claims. ¿Qué es lo que más extraño? Que ya no hay ahora. Pues la tranquilidad de mi pueblo. El salir siempre con ese miedo de que probablemente ya no regresemos. El temor de lo que le pueda pasar a mis hijos. Tengo 2 hijos, 2 nietas, y que ya no vean a Unión Hidalgo como lo vi yo. Que ya todo haya cambiado, que ya no haya paz, que ya no haya esa tranquilidad. Existe una ley en Francia de que no se puede utilizar la corrupción como método para imponer un proyecto, para imponerse, que todas las empresas francesas se tienen que ajustarse a esa ley. Pero EDF, Electricité de France, no está respetando esa ley, cuando menos aquí en Unión Hidalgo, en mi comunidad. Y eso duele. Lo que yo le pediría a los ciudadanos franceses, a todos ellos que vean, que analicen nuestra situación, que se pongan tantito de este lado para que se sientan ellos, para que vean ellos esto que estamos padeciendo y que tomen la decisión de apoyar este movimiento. No es por otra cosa, por otra causa más que el respeto a los derechos indígenas, el respeto al medio ambiente, porque EDF, Electricité de France, ha recurrido a los actos de corrupción para escondernos todas las informaciones que nosotros quisiéramos saber. Thank you so much. As you could see in the video, Unión Hidalgo is an agrarian and indigenous community in southern Mexico located in the Istmo of Tehuantepec. The region of the Istmo of Tehuantepec became very popular for wind farm projects because it has excellent potential of wind resource. Almost 95% of all wind electricity in Mexico is generated in this region. This area is also home to a variety of indigenous communities who have kept their culture and languages, creating unique models of organization through agrarian assemblies. However, ongoing disposition of land that started during the colonial rule and continue to this very day have produced high levels of poverty. For us,
This dispossession of land, which is a central part of the business model, has clear winners: transnational corporations and specific interests within the states, and clear vulnerable people, the indigenous communities. The construction of over 30 wind parks in the region has been highly controversial, and the promoters, the companies, and the government have failed to address violations of economic, social, and cultural rights. The community of Unión Hidalgo is now surrounded by several wind farms, as the human rights defender Oscar Marin says in the video. Besides, these new activities have not brought a single benefit to the community. In the current case, we want to present you the community of Unión Hidalgo is defending its land, territory, and natural resources from the French company Electricité de France, which pretends to build the biggest wind farm in Latin America named Gunaa Sicarú. From ProDESC, we have identified at least 4 main points where the human rights of the community had been violated. The first one is the right to a free, prior, and informed consent. Mexico has ratified ILO 169 convention, and for the Mexican law, the treaties are binding. However, the Mexican authorities have provided EDF with energy permissions and other administrative procedures without the community even knowing about the project, let alone having consented to it. This is a clear evidence of the corporate capture of the state. ProDESC and the community manage a landmark resolution from a Mexican judge that mandated the Mexican state to implement a free, prior, and informed consultation. Since then, the process led by the state and the company has shown huge irregularities, indicating interest in concluding the consultation as fast as possible to begin the construction of the wind farm. These actors have even pushed authorities to call for assemblies regardless of the COVID-19 pandemic. This could put the community at imminent risk considering the age of people who live there. In a strange twist of events, the current Mexican government plans to change the energy law to discourage the construction of renewable energy projects due to the new national plan to strengthen the Mexican oil and electricity public companies. In the reasons given by the government, however, the human rights of indigenous communities are not present, and we believe it is a big mistake. The second violation that we found is the denial of the collective property of the land in which EDF plans to build the wind park. Most Mexican communities have a collective property of the land and not individual properties. Therefore, the definition of what to do in collective lands must be decided by a community assembly, accompanied by the agrarian authorities. Electricité de France has been notified by the Mexican judge of this specific characteristic of the land in Unión Hidalgo. However, the company continues to act as if the land was owned by individuals. These actions are manipulative and generate conflict between people from the community, destroying the traditional forms of organization and decision-making. Our third concern is violation of the right to defend human rights. The state and the company have criminalized and threatened human rights defenders. Human rights defenders can't attend the consultation assemblies without receiving threats. ProDESC and the community have documented serious cases of kidnap attempts and specific death threats under the false narrative that the wind park will provide progress to the community. Human rights defenders are pointed as anti-development people, which then denies them of their communitarian roots and relationships. Some people even consider these human rights defenders as anti-climate change and consider that renewable energy projects must be built at any cost. The reality today in Unión Hidalgo is that human rights defenders from the community risk their physical, mental, and moral integrity just because they claim the right to a free, prior, and informed consultation.
Finally, and fourth observation is the denial of any responsibility from EDF to the violation of human rights in Unión Hidalgo due to their corporate activities. EDF has consistently avoided any communications in good faith with the community in the very few communications they had. EDF has discredited community representatives and has pointed out that the responsibility falls on the Mexican authorities, even though they are obligated to the duty of vigilance in accordance with the French law. Unfortunately, ProDESC experience has shown that EDF behavior in Unión Hidalgo is not an isolated case, but rather part of the business model that most transnational corporations have implemented during decades. This is an important to point out, as the European Union and several countries in Europe and in Latin America are discussing mandatory human rights due diligence. The discussion must go further, understanding that a voluntary corporate social responsibility approach is not enough to promote and defend human rights. Ultimately, they must focus on how to prevent these human rights violations and not to wait for the inevitable to happen. Considering the transnational character of the case, a Mexican community whose rights are being violated by a French corporation, ProDESC has carried out a series of activities in Mexico to defend the community. This includes strategic litigation, advocacy with the Mexican federal and local governments, strengthening the collective groups in the community, and setting up a communication counter-narrative to position how important it is to defend human rights. Transnational activities were also carried out with UN special reporters, with possible investors of the project, and with the European politicians, among others. However, ProDESC needed a counterpart in Europe to use legal and extra-legal procedures. That is how the partnership with the European Center for Constitutional and Human Rights happened. I will let Miriam mention the joint specific steps taken in Europe to defend the community. Not only the presentation of the litigation using the French corporate duty of vigilance, but also prior experience with the French national contact point. ProDESC knows it is a challenging focus to talk about renewable energies and human rights violations. However, human rights violations do happen, and the community of Unión Hidalgo is a clear example of it. Renewable energy is presented as the future of mankind and inherently good. Yet we believe that the construction of a new development model does not mean that there are people who need to suffer sacrifices so that everyone else can be saved. A green transition without a human rights approach can be as harmful to the communities as a fossil fuel approach. That is another point that I would like to stress further in this talk, because we believe that joining forces with the communities is a more sustainable way to development than imposing a discrediting people for the economic wealth of a few. Thank you very much for your attention, and I will leave the floor to my colleague Miriam Sagemas and Canel. Thanks. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Je vous passe la parole. Thank you. Yes, so thank you for also inviting me and having me here. I'm very honored to speak. So I'm Vice Legal Director of the European Center for Constitutional and Human Rights, and ECCHR is a human rights organization that uses legal tools to support persons negatively affected by human rights abuses. And especially we would seek to hold the European actors accountable that play a role in rights violations abroad. This is especially true that we are looking for at the responsibility of transnational corporations, European corporations, for human rights violations in other countries. We see in particular this as the legitimacy of our work as being based in Europe,
that we address the European responsibilities. As to our methodology, a central piece of our work is the collaboration with affected communities and workers, and we seek to align with those local actors and national struggles, national and local struggles, and to find the common goals between our goals and those of affected communities. And then we are aiming to meet those communities and affected workers and others persons to see, you know, what is their struggle about and how can we contribute with the legal expertise we have, with the access to European audience and to European political, but also mostly legal fora. So we're seeking to work with communities on eyes level, taking into account the huge discrepancy of privilege, obviously, that there is. This is therefore it has been a great honor to work with us, for us to work with ProDESC and with the community Unión Hidalgo, because we really felt that this has been a very meaningful cooperation, and we feel very glad that we can participate on and contribute to the struggle of the community. In general, our work, when we are trying to think about legal procedures against corporations, European corporations that are acting abroad, we face many obstacles because there's hardly any classic procedure in place, as you know from other more classical fields of human rights work, be it migration, be it international criminal law. And so that's why we have been, for the last 10, 15 years, we've been trying to use the existing legal procedures as innovatively as possible. We've been using consumer law, we've been using tort law claims, national criminal law as well as international criminal law, and also administrative law. The case of against EDF is, for us, in our opinion, is very emblematic of several things. One, it is a very emblematic way in which European companies are involved in human rights abuses around the world in the field of natural resource extraction. Energy production is a very land-intensive extraction process. And that bears high risks of violating people's right to land, house, food, and a healthy environment. In this case, and unfortunately, we have to see that those risks are also there when we talk about green energy projects, because they are land intensive and they concern people's lands that have been living there. And so that this is a serious human rights risk, which we think, or which not only we think, but I think also the growing body of law that there is shows that companies need to address these risks. And the case is emblematic of how a company that keeps on implementing a project despite the obvious human rights risks, and by ignoring the local dynamics that a certain project causes, how it is sort of more and more getting involved in human rights abuses and human rights, how it's exacerbating the existing human rights risks, and how if a headquarters ignores those local dynamics, it hides behind the state responsibility of, for example, Mexico, and hides behind the responsibility of, that is detaching itself through the corporate structure from local dynamics, how it is actually contributing in the end to human rights abuses. The case is also emblematic for the absolute need we have for mandatory human rights due diligence laws, of which the Loi de Vigilance is the first one in Europe, and the first one that is actually seriously effective, because it gives people an opportunity. As Alejandra has mentioned, we have advised ProDESC on entering into an OECD procedure before the Loi de Vigilance had been coming into force, because there simply was no legal recourse
for the community to get engaged. And now using this law, it really shows how important this is, because it is giving communities an option to claim their rights. And this is also why we as an organization are advocating for a European-wide directive on mandatory human rights due diligence laws, but also at the national level in Germany. For the concrete questions of the litigation, I want to refer now to my colleague Canel Lavitte, who's a French lawyer, and she'll explain more about our exact reasoning and arguments in the case. So thank you, Canel. Merci beaucoup, Myriam. Je vais donc parler en français pour les interprètes. Merci tout d'abord beaucoup, moi, de ma part aussi à l'Université de Nanterre et à ProDESC, de nous permettre d'avoir cet échange aujourd'hui avec des experts sur la loi de vigilance. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je pense que la loi de vigilance est une loi très récente, adoptée en 2017. Et je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une nécessité d'avoir des discussions comme celle d'aujourd'hui pour informer le contenu de ce devoir de vigilance et également à la fois informer la façon dont elle va être mise en œuvre devant les tribunaux français. L'objectif étant bien sûr de tendre le plus possible à ce que la loi remplisse les objectifs annoncés, qui sont les siens. D'une part, l'objectif de prévention des atteintes graves aux droits humains et à l'environnement qui résultent des activités globales des entreprises, et de l'autre, la possibilité pour les communautés comme celle d'Unión Hidalgo, en pratique, d'exercer réellement les droits qui leur sont ouverts par cette loi, et je pense notamment au droit à la réparation lorsqu'un dommage est caractérisé, sachant que ce droit à réparation, j'en parlerai un tout petit peu dans ma présentation, l'exercice de ce droit est soumis à des contraintes assez lourdes pour les demandants et les demandeuses qui veulent se saisir de cette loi. Donc, dans le temps qui m'est imparti, je voulais brièvement expliquer en quoi cette action déposée par Unión Hidalgo consiste. Unión Hidalgo, ECCHR et ProDESC, et m'arrêter sur deux points qui, je pense, sont pertinents, d'une part pour l'action en question contre EDF, mais aussi peut-être plus largement pour les autres actions déposées sur le fondement de la loi de vigilance, dont peut-être les actions Total Ouganda et Total Climat, dont mes copanélistes parleront dans quelques instants. Alors, la loi de vigilance, peut-être brièvement, la loi sur le devoir de vigilance, elle comporte principalement deux mécanismes. Le premier, son point de départ, c'est la prévention effective d'atteintes graves aux droits humains, à l'environnement, mais également à la santé et à l'intégrité physique. Et cette prévention, elle passe par le plan de vigilance qui doit identifier les risques liés à une activité d'une entreprise, donc de manière globale, dans toute sa chaîne de production et de valeur. Et en second lieu, par la mise en place de mesures qui doivent être d'abord effectives, adaptées et mises en œuvre par les entreprises. Et il y a ensuite un second mécanisme qui est celui de la réparation, et sans entrer dans les détails maintenant, qui est basé sur le principe de responsabilité délictuelle du fait personnel lorsque donc, la prévention d'un dommage va échouer. Nos demandes dans cette action civile contre EDF, elles sont basées sur ces deux mécanismes parce qu'il y a, comme l'a expliqué Alejandra déjà, des atteintes graves aux droits de la communauté Unión Hidalgo. Mais nous avons vraiment une priorité qui est celle de la prévention parce que depuis que ce projet s'est installé dans la communauté, a été introduit dans la communauté et malgré les dénonciations nombreuses de Unión Hidalgo en France et au Mexique, ce projet éolien ne permet pas à Unión Hidalgo d'être consulté selon les standards internationaux et les standards de droit mexicain notamment. Donc nous demandons au juge français, au tribunal judiciaire, d'enjoindre à EDF la modification de son plan de vigilance afin que ce plan puisse considérer tous les risques liés à son activité, y compris donc les risques fonciers, les risques pour ce consentement libre, informé et préalable, et également les risques pour la sécurité. Première difficulté dans le dossier qui, je pense, peut être plus largement discutée pour l'ensemble des dossiers présentés sur la loi de vigilance, et qui interroge, en fait, je pense, la capacité de cette loi de vigilance à prévenir les atteintes, c'est qu'aujourd'hui, cette consultation sur le projet Gunaa Sicarú d'EDF, elle est paralysée à cause de la situation sanitaire.
Mais nous savons que lorsqu'elle va reprendre, elle reprendra très certainement dans des conditions qui ont été celles de avant sa suspension, c'est-à-dire des conditions incompatibles avec l'exercice du droit au consentement libre, informé et préalable, et des conditions extrêmement dangereuses pour les défenseurs des droits humains. Puisque aujourd'hui, rien ne nous indique qu'EDF, tant que les autorités mexicaines n'ont pris des mesures qui visent à atténuer ces risques. Simplement, nous nous trouvons aujourd'hui devant le tribunal judiciaire et devant une procédure qui est ordinaire. Nous ne sommes pas allés devant le juge du référé, puisque cette demande que nous présentons est extrêmement complexe. Nous avons donc depuis octobre, date de la soumission de l'assignation, nous n'avons pas encore eu de date d'audience. Ce qui signifie que concrètement, en l'absence de décision judiciaire qui va enjoindre à EDF d'améliorer son plan de vigilance, afin qu'il prévienne effectivement de nouvelles atteintes aux droits d'Unión Hidalgo, sachant que beaucoup de ces atteintes seraient des atteintes irréparables, créeraient des dommages irréparables pour la communauté, et sachant que ces atteintes sont directement liées à son projet Gunaa Sicarú, Unión Hidalgo, à ce jour, reste menacée par un grave risque et un risque imminent de nouvelles atteintes. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons eu recours à un mécanisme de droit civil français, qui est celui des mesures conservatoires, qui font partie des pouvoirs du juge de la mise en état. Et nous avons donc demandé au juge de la mise en état d'ordonner à l'entreprise EDF de suspendre son projet jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la compatibilité ou non de son plan de vigilance avec son obligation. Et jusqu'à donc que ce plan de vigilance puisse prévenir des atteintes futures pour Unión Hidalgo. Et ça, je pense que peut-être Juliette en parlera, mais dans le cas de Total Uganda, qui se trouve au niveau d'un juge du référé, il n'y a pas non plus aujourd'hui de décision qui concrètement préviennent les atteintes pour la communauté, puisqu'il y a un blocage au niveau de la compétence du juge. Et je pense que c'est une question qui est clé pour la prévention effective des atteintes par ces lois de vigilance. C'est d'ailleurs une question qui est discutée de manière assez sérieuse au Parlement européen dans le cadre des débats pour une directive européenne sur un devoir de vigilance. La deuxième question qui se pose dans ce dossier, c'est la distinction entre, d'une part, les obligations de diligence raisonnable des entreprises et la responsabilité des États hôtes, ici le Mexique. Comme l'ont expliqué Alejandra et Myriam, il y a des interférences des filiales d'EDF avec la communauté qui donc génèrent des violations, mais il y a aussi une défaillance des autorités mexicaines à mettre en œuvre ce droit fondamental de la consultation des communautés. Mais selon les normes internationales comme les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, les lignes directrices de l'OCDE sur les entreprises multinationales, la diligence raisonnable d'une entreprise en matière de droits de l'homme, elle est indépendante de l'obligation de l'État de mettre en œuvre les droits humains. Et lorsque les entreprises opèrent dans des contextes comme celui du Mexique, où l'État ne garantit pas les droits fondamentaux correctement, ce manquement ne les exonère absolument en rien. Bien au contraire, ce manquement devrait rentrer dans l'évaluation de risques faite par les entreprises. Alors, ces normes internationales, elles sont la base de l'interprétation à donner à la loi de vigilance. En tout cas, c'est ce qui ressort très clairement des travaux préparatoires, des travaux législatifs. En revanche, ça n'est pas mentionné explicitement dans le texte de la loi et je pense qu'il y a une nécessité à clarifier. J'espère que ce dossier pourra clarifier le contenu de ce devoir de vigilance et la portée de l'évaluation des risques qui doivent être faites par les entreprises dans ce genre de situation, ainsi que les mesures qu'on attend d'elles dans ces situations. Voilà, pour terminer, en peut-être juste 30 secondes, je voudrais préciser qu'il y a également une question importante dans ce dossier qui est spécifique, qui est le rôle de l'État français, qui est actionnaire majoritaire à plus de 83% dans EDF. Et je pense qu'il y a des questions intéressantes à développer en ce qui concerne la responsabilité donc, de l'État français en tant qu'investisseur, donc débiteur d'une obligation de diligence, mais également en tant qu'État qui est garant de la protection des droits qui ressortent des conventions internationales et garant notamment d'obligations positives, par exemple, de s'assurer que la mise en œuvre de la loi de vigilance et des droits qu'elle offre se fasse de manière efficace
pour les personnes qui en ont besoin, dont Unión Hidalgo. Je termine ici et je me réjouis des prochaines contributions. Merci. Merci beaucoup pour ces interventions. Donc, je passe maintenant la parole à l'équipe nanterroise, si je peux le dire ainsi. Il me semble que c'était Laurence qui devait commencer, c'est ça? Non, il me semble que c'était Juliette, mais... Pardon, alors excusez-moi, autant pour moi. Donc c'est Juliette d'abord, ensuite Laurence et pour finir Paul. 10 minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup à ProDESC de m'avoir invitée pour intervenir lors de ce webinaire. Alors, je suis en charge de vous présenter donc en 10 minutes les récents développements en matière de responsabilité sociale et environnementale auxquels on assiste. La loi sur le devoir de vigilance étant donc le développement sur lequel je vais me pencher prioritairement. Pour commencer, une rapide introduction qui mettra peut-être en valeur les quelques points centraux autour de ces développements d'une responsabilité sociale et environnementale des entreprises. La société transnationale est aujourd'hui le moteur d'échanges économiques mondialisés, impliquant une multitude d'opérateurs au sein de chaînes de valeur complexes. Et on assiste à une prise en compte renouvelée par le droit de la façon dont les sociétés transnationales opèrent et de leur pouvoir économique grandissant, notamment par rapport à celui des États. Dans l'ordre international, il y a d'ores et déjà plusieurs mécanismes qui ont été mentionnés par les intervenants précédents. J'y reviens donc rapidement. Dans l'ordre international, la diligence raisonnable, due diligence, est un standard de droit souple. Les États sont seulement encouragés à prévoir dans leur droit national des obligations de diligence à l'intention des sociétés transnationales et de les assortir de mécanismes de réclamation et de réparation. Les sociétés transnationales sont également encouragées à respecter des obligations de diligence dans leurs activités à l'échelle internationale. Deux mécanismes centraux prévoient une obligation de diligence raisonnable dans l'ordre international. Il s'agit des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Ce sont des principes onusiens en date de 2011 qui visent à appliquer un cadre de référence, le cadre de référence protégé, respecté et réparé. Ces principes directeurs, notamment le volet responsabilité des entreprises, ont été repris par les principes directeurs pour les entreprises multinationales édictés par l'OCDE. Ces principes sont combinés à une obligation originale de développement de points de contact nationaux qui ont donc été mobilisés également pour le cas Unión Hidalgo, comme le mentionnaient les précédentes intervenantes. Il y a également à l'étude en négociation actuellement un projet de traité sur les entreprises et les droits de l'homme au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui prévoit également une obligation de diligence, une due diligence de la part des entreprises en matière de droits de l'homme. En 2020, une avancée majeure au niveau régional cette fois. L'Union européenne s'est, par la voie du commissaire à la justice, M. Reinders, engagée sur la voie de l'adoption d'une directive sur la diligence raisonnable et la responsabilité des entreprises, afin d'unifier la législation en la matière au sein de l'Union européenne. Un signal fort est ainsi envoyé. Le temps d'une simple RSE non contraignante, le temps des standards de droit souples aurait vécu. Le projet de directive instaure une obligation générale de diligence à la charge des sociétés régies par le droit d'un État membre de l'Union ou opérant sur le territoire de l'Union européenne, avec donc pour objectif d'harmoniser le droit existant face à de multiples initiatives à l'échelle nationale, notamment au sein de l'Union européenne. En effet, on constate que plusieurs États au niveau de l'Union européenne sont en passe d'adopter de nouvelles législations suite à la loi française relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, adoptée en 2017 par le Parlement français. Concomitamment,
la common law anglaise voit un autre standard de diligence à l'intention des sociétés transnationales se développer, le duty of care. Ces deux instruments possèdent une ambition commune, la protection des droits de l'homme et de l'environnement, et la possibilité pour les victimes de mettre en œuvre une action en responsabilité et ainsi de leur garantir un accès à un recours effectif devant le juge du domicile de la société transnationale. Il procède également d'une construction commune. Le pouvoir d'influence, le contrôle d'une société est utilisé comme un levier pour la mise en œuvre des mesures de prévention sur sa chaîne de valeur. Et une responsabilité civile, la responsabilité civile de cette société peut être engagée en cas de faute de diligence, de breach of duty, de manquement au devoir de vigilance. Dans les deux cas, on mobilise une norme de comportement classique de la responsabilité civile afin d'encadrer les activités des sociétés transnationales. On est dans le cadre, s'agissant du devoir de vigilance et du duty of care, de développement qui s'insèrent dans des traditions juridiques différentes et donc avec des développements différents. En droit français, une innovation législative en 2017 avec l'adoption de la loi française. Je ne vais pas revenir sur le mécanisme qui a été très bien exposé par Canel. Donc, les mesures de vigilance, elles ont rapidement deux objectifs principaux, la prévention, identification et prévention des atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, et la sanction en cas de défaut ou de défaut de rédaction d'un plan de vigilance ou de défaut de mise en œuvre effective des mesures de vigilance. Donc, deux types d'actions qui pourront être menées. Une action préventive, mise en demeure suivie d'une injonction dirigée par le juge à la société, une injonction à agir, à respecter ses obligations de vigilance. D'autre part, une action en responsabilité s'il résulte un préjudice du défaut de vigilance. Donc, les premiers contentieux ont été menés principalement sur le fondement de l'action préventive, visant à ce que la société soit enjointe par le juge de respecter ses obligations de vigilance. Notamment, la première affaire du genre est l'affaire dite Total en Ouganda. Des risques d'atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales, la sécurité et également la santé et la sécurité, ainsi que des risques d'atteinte à l'environnement résultant de projets pétroliers menés par une filiale de la société française Total en Ouganda ont été constatés par un certain nombre d'associations. Cette affaire a révélé de nombreuses incertitudes, notamment sur l'application de la loi sur le devoir de vigilance, notamment en lien avec la compétence du juge. On parle ici de la compétence matérielle, juge civil ou juge commercial. Dans le cadre de cette affaire, la Cour d'appel s'est en décembre prononcée en faveur de la compétence du juge commercial, du tribunal de commerce, en reconnaissant l'existence d'un lien direct entre la mise en œuvre des obligations de vigilance et la gestion de la société commerciale dans son fonctionnement, qui s'avère être un critère pour la compétence du juge commercial. Or, on a eu une décision récente, une nouvelle décision dans une autre affaire relative à l'application du devoir de vigilance qui s'est ensuite prononcée en faveur de la compétence du juge civil. Les questions sont donc largement encore à clarifier. Il est intéressant de remarquer que les affaires relatives à l'application du standard de care, donc devant le juge anglais, ont également donné lieu à nombre de débats sur sa compétence, s'agissant cette fois de sa compétence territoriale par rapport à la reconnaissance de sa compétence pour des litiges où le dommage a eu lieu à l'étranger et où les victimes sont pour la plupart étrangères.
deux décisions que je voudrais mentionner rapidement, des décisions très importantes de la Cour suprême du Royaume-Uni qui reconnaissent sa compétence. La décision OCPABI contre Shell de 2021, du 12 février 2021, et précédemment la décision Vedanta contre Lungove de 2019. Le duty of care est reconnu comme étant au cœur de la relation entre les sociétés poursuivies et justifie un examen par le juge anglais des obligations de la société mère anglaise. Et également, il y a un réel risque reconnu d'absence d'accès effectif des demandeurs et d'absence de réparation des demandeurs s'ils agissaient devant le juge de leur pays d'origine. Dans ce cadre, le juge anglais reconnaît sa compétence sur le fondement du duty of care. Donc, dans tous les cas, au bilan, plusieurs incertitudes demeurent quant à l'application de ces standards de diligence dans les droits nationaux par le juge national. On a peu d'informations encore sur l'issue des contentieux français. On a peu d'informations sur également l'avenir des contentieux en droit anglais après le Brexit notamment. On est face à des procédures incertaines, longues. Effectivement, dans le laps de temps où se déroulent ces procédures, de nouvelles violations des droits fondamentaux et des nouvelles atteintes à l'environnement peuvent avoir lieu. Les communautés locales peuvent être de nouveau mises en danger. Et donc, il importe d'aboutir sur des législations encore plus améliorées, notamment pour éclaircir toutes ces questions qui freinent le développement d'un contentieux et de la protection effective des victimes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Laurence tout de suite. Laurence Sinopoli, merci. Merci beaucoup de cette invitation sur ces sujets fort intéressants. Pour prendre la suite de l'intervention de Juliette Camille, nous allons nous interroger maintenant sur une fois la compétence du juge français, on va se limiter à ça, établie, hein, donc on ne remet pas en cause la compétence des juridictions françaises. On va se poser la question de savoir quelle est la loi que ce juge va appliquer ou quelles sont les lois que ce juge peut appliquer dans des affaires comme celles qui retiennent notre attention aujourd'hui. Donc, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord présenter le raisonnement le plus simple possible. Et ensuite, je proposerai quelques pistes pour penser un peu différemment et éventuellement des pistes pour le contentieux qui, sur cette loi sur le devoir de vigilance, risque d'être particulièrement important. Je reprends quand même la question qui se pose de manière générale avant d'entamer les réponses qui sont données. Une fois que cette loi française de 2017 a été adoptée, que d'autres droits nationaux dont Juliette nous a parlé, mais il y a aussi d'autres pays qui ont adopté des réformes similaires par exemple, aux Pays-Bas ou bien en Allemagne. Une fois que les initiatives européennes éventuellement seront adoptées, toutes ces mesures sur le droit de vigilance seront-elles aptes à créer un lien entre, d'une part, des pouvoirs de décision au sein de certaines entreprises et les risques ou les dommages en matière de violation des droits humains. Parce que la question cruciale dans ces contentieux est d'établir finalement un lien de causalité entre un centre de décision, entre un lieu de décision et le dommage
qui est à la fin de la chaîne de causalité. Il n'y a pas vraiment de réponse aujourd'hui et en cela, le contentieux que les populations victimes ou les victimes aidées par des associations sont en train de créer, ce contentieux est extrêmement important car il est à cet égard novateur et les décisions anglaises dont a parlé Juliette le montrent bien puisque le duty of care est né de ces actions-là au Royaume-Uni. Par ailleurs, un petit jeu de mots assez facile, cette question de la loi applicable est quand même très, très ennuyeuse et que, voilà, il faut aussi être vigilant sur les contentieux que l'on met en place, car parfois, voilà, certains contentieux risquent de mener à la non-applicabilité du droit protecteur, en quelque sorte, des droits humains, ce qui peut créer un grand désarroi pour les victimes et peut-être aussi parfois quelques désespoirs sur le terrain du progrès de la jurisprudence. Alors, j'en viens maintenant à la réponse qui est faite en droit international privé sur le terrain de la loi applicable. Dès lors que l'on parle de dommages qui sont créés à l'égard de personnes sans aucun lien contractuel avec la personne mise en cause, logiquement ou naturellement, j'ai envie de dire, on va chercher la loi qui est déterminée par le règlement dit Rome 2, le règlement de l'Union européenne 864/2017 sur les obligations non contractuelles. Et en application de l'article 4 de ce règlement, la loi applicable est celle du pays, du lieu de survenance du dommage. Donc, par exemple, pour prendre le cas qui nous occupe, le Mexique. Donc, la loi applicable est celle du lieu de survenance du dommage et non pas la loi du pays, du lieu du fait générateur. Si on applique cet article-là tout seul, il n'y aurait aucune place pour la loi du lieu où exerce la société mère, EDF par exemple, dans le cas qui nous est soumis ici, le lieu où exerce l'entreprise décisionnaire. Mais dans ce règlement Rome 2, dans ce règlement de l'Union européenne, il existe une dérogation qui est prévue à l'article 16 pour les lois du juge saisi, donc en l'occurrence le juge français, des lois qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable. Donc, il faudrait, pour mettre en œuvre l'article 16, dans le cas qui nous occupe ici, considérer que le juge français, tribunal judiciaire ou tribunal de commerce, des enjeux très très importants qu'il y a derrière cette histoire de compétence entre tribunal de commerce et tribunal judiciaire. J'arrête là la parenthèse. Donc, il faudrait que le juge français considère que la loi française de 2017 est ce que l'on appelle une loi de police ou une loi d'application immédiate, afin qu'il applique cette loi directement, même si l'article 4 désigne une loi étrangère. Alors, cela n'exclut pas tout à fait la possibilité d'appliquer le droit étranger, parce qu'il est tout à fait possible d'articuler les deux, c'est-à-dire d'avoir une partie du raisonnement juridique qui est fait en application du droit français et une partie en application du droit étranger désigné par l'article 4. Alors, c'est un peu en ce sens que la proposition de résolution, la résolution qui propose à la Commission européenne, la résolution dans l'ordre des mots, là, je reprends, désolée pour l'interprète. Donc, c'est en ce sens que va la résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 qui propose à la Commission une future directive
qui devrait comprendre, selon le Parlement européen, l'article suivant, l'article 20, les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes de la présente directive soient considérées comme des dispositions impératives dérogatoires au sens de l'article 16. Donc, la dernière proposition en date sur le plan européen semble pencher vers la possibilité de considérer le devoir de vigilance tel qu'il serait compris dans la future directive et dans les lois transposant cette directive seraient des lois de police qui seraient applicables quel que soit le lieu où s'est produit le dommage. Une partie de la doctrine française lit dans les mêmes termes la décision du Conseil constitutionnel pour considérer que seules les sociétés dont le siège social est en France devraient appliquer cette loi, mais qu'elle l'appliquerait en tout état de cause, même si les faits ont lieu à l'étranger. Voilà, ça c'était pour le raisonnement simplifié. Il ne me reste qu'une minute pour essayer d'apporter quelques subtilités ou pistes à tenter dans le contentieux. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que le raisonnement n'est pas si simple, que là, on parle exclusivement par le prisme de la responsabilité. Or, en réalité, il y a 3 types de normes qui sont ici en cause. Il y a d'une part le champ d'application des normes relatives aux droits humains, d'autre part les normes qui concernent la prévention, la responsabilité, la prescription, la responsabilité du fait d'autrui, et tout ça, ça concerne le ROM 2, et d'autre part le devoir de vigilance qui est un peu dans les questions de responsabilité, mais qui est également dans la loi applicable à la société. S'il me reste 30 secondes, je peux donner quelques pistes là-dessus, mais je vais voir, il ne me reste plus de temps, donc je garderai le reste pour les questions. Juste un point, si la violation des droits humains concerne également l'environnement, eh bien, ces questions-là se posent moins, car il y a une option dans ce cas-là qui est prévue à l'article 7 du règlement 22 qui prévoit l'application de la loi du fait générateur. Mais encore faudrait-il que l'on considérera que le lieu du fait générateur est le lieu où est prise la décision et non pas l'acte matériel qui a entraîné la violation environnementale. Merci beaucoup. Merci Laurence. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Paul Moujol. Merci pour 10 minutes. Merci. So today I will make my presentation in English. I'm a PhD candidate and I work for the NGO Notre Affaire à Tous. I will give a presentation about the total climate case, but also on the extent of a climate standard of care and vigilance in France, in order to highlight the potentialities of this statute in other areas than the Unión Hidalgo case. Before starting, I would like to thank ProDESC and Véronique Champêtre for having invited me to this webinar. So together with 4 other associations and 14 local authorities, we launched the first climate litigation in France against the business enterprise, Total. It is a multinational oil and gas company, and it is the largest corporate group in France in terms of revenue. The size has consequently a considerable impact on greenhouse gases. The carbon footprint of the group amounts to 1% of worldwide greenhouse gases every year. The Duty of Vigilance Act is a very concise and general phrased piece of legislation, as we've already seen. It basically states that serious human rights and environmental harm shall be prevented, but it does not specify more the expected conduct. Hence,
The first vigilance plan of Total was not addressing the climate issue. So the vigilance plan, as we already seen, is a report that must be disclosed by the parent company every year to demonstrate compliance with the law. And we started this litigation in 2018 by sending a letter of non-compliance to the company to notify the necessity to tackle climate change in a consistent manner with the international goals of the Paris Agreement. The legal director of the corporate group responded and accepted to incorporate already released climate information into the vigilance plan. Even if this move is important, it did not change the conduct of the company substantially. In any case, as you can notice yourself, the duty of vigilance law can be used for various purposes. Some would say at first sight that Unión Hidalgo case against EDF goes against the fight against global warming, but it is not truly the case. The concept of a just transition is very important in the context of a wide and rapid energy transition. We cannot disregard basic concurrent human rights and environmental interests. The energy transition requires balancing acts, and sometimes just compensation for negatively affected persons. Our claims are also based on the environmental duty of care to which everyone is beholden, according to the French Constitutional Court in France. And also Article 1252 of the French Civil Code that allows the judge to issue court orders to prevent or seize ecological injuries. Not only the legal literature, but also the Administrative Court of Paris in our successful parallel climate case, L'Affaire du siècle, against the French state recognized that global warming per se constitutes an ecological loss, for which the state is partially responsible. I precise this as I believe it is not always necessary to have mandatory corporate due diligence legislation in place, as in France, to pursue strategic litigation against multinational companies, but also against other persons, since the domestic court liability schemes might fulfill already this purpose, as Juliette Camille also highlighted in her presentation when she mentioned the duty of care. Also, indications about the existence of a climate standard of vigilance come from the corporate world. 15 out of 25 large companies from very high emitting sectors, such as the financial sector, energy sector, transportation, construction, presented climate mitigation measures in the second vigilance plan. These figures are slightly higher for 2020, according to a benchmark study on the implementation of the duty of vigilance law in climate matters. You can consult these findings quite easily on the website of Notre Affaire à tous, which also provides a summary of the report in English. So now I will address why is the climate standard of care or vigilance so important. Sometimes the regulatory framework in place, or actually very often, at least in climate matters, in place for companies is very limited in its scope or simply not ambitious enough, either domestically but also overseas. We believe that broader duties, such as the duty of vigilance, can, on one hand, fill legislative and regulatory gaps, and on the other, even require more ambitious conduct than the lex specialis when the specific provisions are manifestly incompatible with the goals of the Paris Agreement, the universal treaty that requires the international community to limit global warming to well below 2 degrees to pursue best efforts to reach the 1.5 degree objective. And I quote here the Paris Agreement. Fulfilling this objective would significantly reduce the risks and impacts of climate change, namely also on human rights and other environmental interests. Given that the aggravation of the harm, says global warming and its consequences, and that irreversible tipping points can be reached if we overstep the 1.5 degree threshold, we argue that companies such as Total should not wait for specific normative changes to improve their climate policies because precisely of their general conduct, standard of care, and vigilance.
We are convinced that companies must implement all reasonable efforts to fight global warming, even more when preventive measures are easily implementable for them. Given the multiple lawsuits that states face because of their insufficient climate policies and the sometimes successful outcomes, such as in the Netherlands, in France, in Ireland, and other countries outside Europe, companies know they must anticipate harsher regulations, but also potential liability risks themselves in case of inaction. Other multinational corporate groups in France, such as BNP, Airbus, Peugeot Citroën, and Michelin, are also establishing a business model in line with the 2-degree objective Paris Agreement in the vigilance. Companies often state they're doing it voluntarily in the end, but I don't think it's truly the case. Indeed, there is necessity to reach the goals of the Universal Convention on Climate Change of the Paris Agreement. And it entails many risks itself, including for the companies, financial risks, but also liability risks that companies should not underestimate. And they should not underestimate general tort standards or due diligence that enable stakeholders to review their behavior. When we published our benchmark study, we also sent letters to all concerned companies in order to alert them of non-compliance risks. The recommendations we are making in these letters are similar to the claims in the total case. More precisely, we are asking the companies to track and disclose the direct and indirect emissions, recognize that they have a share of responsibility, adequately assess climate change, which will enable them to know that in order to prevent dangerous global warming, it is necessary to limit global warming to 1.5 degrees, and implement measures that are consistent with this finding and with the Paris Agreement. All these steps must be reported publicly, especially in the video. And if companies notice that the steps are still not enough to properly mitigate climate change on a global scale, we believe they should call on governments to enhance the regulatory framework, especially if companies are unable to self-regulate. Last but not least, I will end my presentation on the short notice. Given the slow judicial developments on the duty of vigilance law due to the coronavirus and the complexity of the cases that arise within the context of the law, courts are still only dealing with the issue of jurisdiction of the civil or commercial courts. Very recently, we experienced our first judicial success in our case. According to the Civil Court of Nanterre, the commercial courts are not exclusively competent to deal with claims based on this French duty of vigilance law. This decision lays out sound reasons why human rights, environmental and climate matters should be settled by a civil court and not by CEOs of business enterprises who compose commercial courts. We believe that there is a potential lack of independence of commercial courts in these matters. In any case, this first win and the manner how this opinion was written of the Civil Court of Nanterre are good signs for the general competence of civil courts under this law, but also for a claim on the merits, we hope. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Paul Moujol. Donc maintenant, nous allons passer à la séance des questions pour une vingtaine de minutes. J'ai repéré à la fois dans le chat et puis dans l'espace qui est spécialement dédié aux questions. Alors, une grande série de questions sans doute pour Alejandra Ancheta. Et puis, alors, une question peut-être plus technique pour nos juristes français, mais je crois que Laurence y a répondu dans la discussion. Alors, je vais peut-être commencer par la question aux juristes français parce qu'elle est plus simple, qui est sur la question de la répartition des compétences entre le tribunal judiciaire, je comprends civil, et le tribunal de commerce, donc qui serait compétent entre quelle formation en fait. Je laisse peut-être Laurence qui veut y répondre. Ensuite, j'ai des questions peut-être plus provocatrices ou provocantes pour Alejandra.
et pour les panélistes côté Mexico. Donc, les deux questions se rejoignent. Je pense que donc il est fait état de ce que les communautés seraient divisées sur la question ou non de la présence d'un parc éolien. Et donc, la question serait de savoir s'il y a une façon de mesurer ce que veut la population sur ces parcs, quelles sont les réactions à l'intérieur des communautés qui seraient donc divisées selon les qui posent la question. Et la deuxième question qui est liée à cela, c'est de savoir comment finalement, eh bien, non, excuse-moi, plutôt il y aurait donc une opposition, évidemment, de la part des ONG et de certains acteurs à la présence des parcs éoliens. Et cette opposition, en quelque sorte, c'est là où est le côté provocateur de la question, manipulerait les populations locales afin qu'elles soient elles-mêmes hostiles à la présence de ce parc éolien. Et donc, Alejandra Ancheita, en particulier, est interpellée sur cet état de rapport de force. Voilà, je vous remercie. Peut-être Laurentino, enfin les Français rapidement sur la question de la répartition des compétences qui ne devrait pas être compliqué à répondre, trop compliqué à l'intérieur de la juridiction, puis ensuite Alejandra. Je veux bien et j'imagine que ECCHR a aussi quelque chose à dire à ce sujet. C'est pas si simple en fait la question de la compétence. C'est une question certes technique, mais qui a des implications très importantes, puisque pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs du système français, le tribunal de commerce en France est composé de juges qui ne sont pas des juristes, mais qui sont des commerçants ou des membres d'entreprises qui sont élus. Donc voilà, c'est une composition particulière. Et donc, ça a un impact, ça peut avoir vraiment un impact assez important sur le résultat des contentieux eux-mêmes. Donc là, moi, c'est le tribunal judiciaire qui a été saisi dans l'affaire Unión Hidalgo contre EDF. Je ne sais pas si EDF a soulevé ou non l'absence de compétence du tribunal judiciaire en faveur du tribunal de commerce. Voilà. Et en fait, on a deux décisions qui ne sont pas pour le moment qui ne vont pas dans le même sens, puisqu'il y a, comme l'a dit Juliette, il y a une décision de la Cour d'appel de Versailles qui indique que c'est la juridiction commerciale qui serait compétente, tandis que le tribunal judiciaire de Paris, en février, a indiqué que c'était le tribunal judiciaire qui était compétent. L'argumentation du tribunal judiciaire de Paris semble assez solide. C'est non seulement sur l'interprétation de la loi de devoir de vigilance, mais également sur des règles pas très intéressantes pour ici, sur la répartition des compétences entre des compétences qui sont exclusives ou bien qui sont seulement une option entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce. Voilà, donc je n'ai pas d'autres indications, si ce n'est que peut-être ici. Ouais. Merci. Alors, pour la deuxième partie des questions, Alejandra. Thank you, Veronique. It is true that communities are divided, but the divisions that are being caused by corporations are not organic divisions. Those divisions were created principally because corporations are offering some things to one side of the community and denying other things to the other side of the community. So the divisions are artificially created by the presence of the corporations. What is the opinion about people of the community that are supporting wind farms?
They have the right to decide what they want to do with their land. But the difference that we wanted to underline in these kind of cases is that this land is communal land property. There has to be an assembly with a very rigoristic procedure attended by also the agrarian authorities in order to have a definition of what to do with the land. It is not a private property land. So that is one of the issues that we need to underline. It is a collective decision. And because of that, and because the corporations are not understanding the Mexican law, and they are not doing the due of the diligence. I am probably mistaken. They are not really understanding how they can do business following the laws of the country they want to do business, is where they are creating all these divisions. I have also to say that there are some measures that we can take in order to know what is the decision of the communities and how many people are supporting or against the project. And there are, for example, the human rights impact assessment that is also recommended by the Business and Human Rights group from the UN. And that is one mechanism that can be used not only by corporations, but also, of course, by the state. The process of the consultation is another measure that can give us information about what is the decision of the majority of the community. The other thing that I wanted to bring for some of the questions that I saw on the chat is that as a human rights organization, we reject the definition of anti-eolic leaders. That is a definition created by the counter-narrative of the power interests of corporations. These kind of definitions are creating an hostile environment for people that are deciding to defend their land and territory. It is also a discriminatory definition under the human rights law, international law, and also under the Mexican law against discrimination. I have to say that in the case of Unión Hidalgo, people that is now standing for their rights, they began trying to have a dialogue with EDF with the National Contact Point procedure. And they were trying to not be against the project, but they were trying to explain EDF that the project could be smaller and they can still be a community and still work as a community. They were not in the beginning against the project. They were not anti-projects. But the corporation decided that they don't wanted to listen to the community and that they wanted to go further with their project without the consent of the community. So I think we need to be very careful about how we use some definitions that creates precisely hostility against communitarian human rights defenders, principally in a country that we all know Mexico have a very, very high rate of violence against human rights defenders and a very high rate of corruption and impunity. So
that is something that I wanted to underline as a responsibility as a human rights defender and a legal representative of these communities. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, je répète aux participants qu'ils doivent écrire leurs questions pour que je puisse les transmettre. Est-ce que parmi les panélistes, vous avez des questions mutuelles à vous poser peut-être? Oui, Juliette, Camille? Yeah, probably. I have a question to Paul, and because I found very interesting how you explained your legal argument with regards to the client, like the responsibility of companies towards climate change mitigation, and you know, and as we could also see from the questions, obviously certain people see that there's a tension between communities defending their lands against green energy projects and versus sort of the climate change mitigation expectations that we all, or you know, a lot of people have towards corporations and primarily involved in fossil fuels. While I think myself, and I think also ProDESC Alejandra, they don't, you know, I don't think there is a tension in this, but probably for you coming from the climate, you know, justice point of view, you know, what is your opinion on this? Yeah, thank you very much for this question. Yeah, yeah, as I tried to highlight it in my presentation, I think there is no opposition directly between climate change mitigation and social interest in the energy transition. I think both can be balanced in a balanced way. I think it requires a balancing act not only from the companies that have to consult the local population and the affected persons if they carrying out really huge projects that are of course necessary to reach our climate mitigation goals. But it has to be done, of course, in respect with the human rights of all. And I think I don't know, and that was also my question to you. What are actually the exact requests and the exact demands that you are posing to EDF? Because I think if there are some impediments on the rights of the affected communities and persons in Mexico in other cases, they're entitled to a compensation that has to be just and has to be also proportionate to the violations that they are suffering from. So this would be my position. I think it's also a position that is maybe in an ideal world, maybe there's not always also the funds to do that, and it might be very difficult in some cases, but it must be respected, these principles. Otherwise, it will be very difficult to ensure that the energy transition is socially just for everybody. And besides, it has also the energy transition is good for the climate, but it can also have environmental, it can also bear environmental injuries in other respects. So we always have to be very careful how we manage this, but we also have to put very much pressure on the companies and on the states to carry out the energy transition as fast as possible.
Merci. Nous avons, j'ai deux questions là, qui viennent d'être posées. Alors peut-être une dans la suite de la discussion et de la réponse faite par Alejandra sur la question de la propriété. Donc faisant état de ce que le concept de propriété privée et on pourrait dire de propriété publique ou de propriété commune au sens des communs est controversée. La distinction entre ces deux formes de propriété sont controversées. Et donc, l'idée, à partir, cette controverse, elle se fait à partir du concept de propriété lui-même. Et finalement, que ce soit d'un côté EDF et les entreprises multinationales qui revendiquent une propriété, qui revendiquaient une propriété privée, ou de l'autre côté, les groupes communautaires qui revendiqueraient leur propriété, il y a toujours au sein de la controverse le concept de propriété. Donc, comment se sortir de ce conflit de propriété, finalement, de revendication de la propriété? Et encore une fois, est-il posé comme question, comment fait-on pour mesurer ce que veulent les populations locales en termes de propriété privée ou de propriété communale, de propriété partagée? Donc, ce serait la première question. Peut-être répondez-vous à celle-ci parce qu'il faut que je prenne connaissance et que je traduise l'autre. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait répondre à cette première question pendant que je prends connaissance de la deuxième? Of course, Veronique. Well, I would like to say that there is not a controversial between individual and criminal land property. There is an agrarian law which defines very well what is private property and what is communal property. In the case of Unión Hidalgo, there is also a presidential decree which established that all the land and territory of Unión Hidalgo is communal land property. So legally, there is not a contradiction or controversial. Of course, as I already said, the contradiction is artificially created by the corporation's practice. And that is where gives the possibility to bring all these, I think so, artificial discussions related what is more important, and if it's more important what some people from the community wants develop the project or other people wants not developing in this way the project. And I would like to center again the discussion about business and human rights. For us and for the communities that are being affected, it is not about business, it is about human rights. And communities are just demanding the rights that are established already on the law, at the national law and also at the international law. It is because they decided to go, they were litigating, supported by ProDESC at the domestic level, but they also decided to go to the European jurisdiction, principally because they saw a possibility to prevent, and that I want again to underline. The communities, in most of the cases, always decide to prevent. They always ask for dialogue. And it is after when the corporations or the states doesn't listen what they want, is when they decided to go and litigate. And I want to also underline why they try in the first ground to dialogue with the government or the corporations, because communities already know there is a power imbalance in these kind of cases. They know that litigation will be very hard and expensive for them.
They don't have the power of the state. They don't have the power of corporations. They only have their land and their territory. But what we are seeing is these artificial questions related to what the community really wants and how we can measure. There are already mechanisms. I already say two of those mechanisms. The human rights impact assessment. It is one mechanism. It was already used in other cases here in Mexico that also prevented the construction of a mining company in a land and territory of indigenous communities in Puebla. And of course, there is also the right to consultation. And I don't see the controversy between individual and communal land. And related to the other question from Jacobo Ramirez, it is good to know that you have a dispute from private firms, renewable, against the federal government to change in the electricity law. That is not a question. I think corporations are doing what they want to do. And about your question, why is not the same movement to respect and protect human rights defenders at the Istmo of Tehuantepec? I already also commented. What it is the power imbalance between communities, indigenous communities that are being also structurally discriminated from the government. When they decided to reclaim and to reclaim their rights, what we saw is all these defamation campaigns against them only for demanding their rights. So it is important to say that Mexico is one of the more violent countries against human rights defenders, specifically against human rights defenders that are defending indigenous rights. So you can understand why it's not the same movement for defending human rights defenders. They don't have money. They don't have the media. They don't have the dialogue with corporations. Corporations doesn't want to see and listen to indigenous human rights defenders. And we also live in a country, and I have to say also in a world, but I will base in my opinion in my country. It is a very racist and discriminative country. And that is another tension that communities had been facing for generations and generations. That can also explain why it is not the same movement defending indigenous human rights defenders. Thank you. Thank you. Je ne vois pas d'autres questions. Je regarde. Il est 5h moins 10 ici à Paris. Peut-être nous avons fait voilà, le tour des questions qu'on devait poser. Le temps des questions également est passé. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient, peut-être est-il le temps de maintenant mettre fin à cette, ce riche panel. Oui, Paul? Paul? Yep. I just have one question as okay. Last one. Okay. Can you hear me? It's okay? Yes. Okay. Yeah, if the rights to be heard are respected by EDF, and if they are also enforced by the French courts or the Mexican courts, what could be the consequence of it? Is just a compensation, would it be a good solution for the communities, or are you trying also to avoid that this project that this project gives a rise or develops? Sorry. Yes. C'est une question pour Alejandra Ancheita? Oui. Paul?
Oui. For Alejandra or Canel or Miriam, you want. Canel and Miriam, I can answer one side of the question and you can, if you agree, to complement. Thank you, Paul, for the question. I think it's very important. I would like to say that we already achieved the suspension of the park, no? And that is a huge success for the community. And I wanted to say that because we, as a human rights organization defending a community here in Mexico, we are not looking for resolve the issues that we are facing only on the French jurisdiction. We already intervene in our domestic judiciary system and we already won in our judiciary system. But what we are seeing is a pattern that it is replicated in a transnational level. And it is also a pattern that is being replicated in the middle of this discussion related to climate justice and transition for the energy transition around the world. And we would like to understand, what we would like to make clear is that communities are interconnected also transnationally, not only the corporations. And as already Miriam Sagemas said in this forum, but other forums that I had the honor to be with her, the duty of vigilance and the duty of debida diligencia. I forgot the name in English. It has to be recognized in every single country because the globalization of the economy, it is there. And what we need to fight and to push is the globalization of possibilities for access to justice. And it is not only about the jurisdiction of the communities, it's also about how the corporations are playing, and they are playing in the different levels, at the local level, at the national level, but also the transnational level. So this is an opportunity for corporations to understand a new way to think and to do businesses. It will not be easy. We try to do it in a very amicable way, having a dialogue with them. They don't necessarily understand dialogue. They understand more litigation. So communities now have the possibility to go and try to have another power dynamic, shift the power dynamics. I think that is the final message that communities want to do, and we are accompanying them for that fight. I don't know, Miriam or Canel, if you wanted to complete. Yeah, probably I have a very general thing, but probably Canel can also be, probably Canel, you go first. Ok. En français, donc oui, le premier objectif, je pense, il est local pour Unión Hidalgo, c'est ce qu'expliquait Alejandra tout à l'heure. L'objectif n'est pas de dire oui ou non absolument au projet et de s'assurer que ce projet ne va pas voir le jour. Je pense que ce que veut Unión Hidalgo, c'est de ne plus être sujette à ces menaces, à ces intimidations dès qu'elle rentre dans la consultation pour simplement exprimer les modalités qu'elle voudrait pour ce projet. Parce que comme le disait Alejandra, le projet est à très large échelle, le projet ne bénéficie pas économiquement localement, donc il y a plein de choses qui pourraient être adaptées aux besoins de la communauté et c'est sur ces modalités-là qu'elles n'ont pas l'occasion de se prononcer à cause des menaces. Et après, je pense plus largement, si on parle de contentieux stratégiques, c'est aussi le but de cette action d'informer d'autres entreprises sur comment se passe le droit au consentement libre, informé et éclairé, comment elles doivent l'aborder dans leur plan de vigilance, parce que c'est vrai que c'est un droit nouveau, la France n'est pas trop concernée par ce droit, on n'a pas ratifié la convention ILO 169, le thème autochtone c'est quelque chose qu'on connaît moins, donc c'est vraiment d'arriver à obtenir un objectif préventif pour d'autres communautés qu'Unión Hidalgo aussi, en éclairant un peu les entreprises sur le contenu de leur devoir de vigilance avec ce clip. Myriam, tu veux compléter?
Yeah. So I think, and I think as we've been evolving in this discussion, what I find a really important point is that this is not about necessarily saying that this project can, like a wind park, can be built or it cannot be built, but that it is about the process that companies simply have to respect. And that is that, you know, people have to respect the free, prior, and informed consent of indigenous communities, just as they also have to respect property rights. So it's not an either or, but it's simply that companies have to adopt, once they are acting in a global scale, that they have to adopt and respect the local dynamics and cannot exacerbate serious human rights situations and risks that exist. And as Alejandra has pointed out several times, Mexico is a place where people speaking out about their rights in the context of social rights and indigenous rights are in particular threat. And the company cannot pretend that this doesn't exist and that they have nothing to do with this. So I think it's also about, I mean, I think we have very similar dynamics also in Europe. So, you know, when do people get consulted about large infrastructure projects, and where, you know, and how are people's voices heard? And we have really moved beyond the time when a very centralized state can make all the decisions together with powerful corporations against people's will. And to claim that this is in interest of development, I just, you know, this is a very old-fashioned view of development, I would say, because development, it needs to be about the people that are supposed to be developed to know what is that they really want. And I think this is what the whole, you know, framework of human rights, due diligence, and environmental rights really can bring. It can bring more. It's supposed to bring the voice of people more into the center and not the interest of states and large corporations, which a lot of times align, unfortunately, no? So. Oui, si je peux me permettre de faire une petite synthèse, la question n'est pas manichéenne, être pour ou contre un projet en lui-même dont le développement pourrait bénéficier aux communautés, surtout en matière d'électricité, mais c'est surtout le respect des procédures, enfin l'existence de procédures et le respect des procédures de consultation, d'information, et c'est plutôt sur ce déplacement-là que s'effectue la question de la protection des droits, c'est-à-dire une protection du consentement de ceux, c'est très basique finalement en termes démocratiques, c'est le consentement de ceux à qui on va imposer une décision ou qui vont faire l'objet d'une décision. Donc si elle est consentie, elle sera moins imposée et supposée plus acceptée de la part de la population. Voilà comment on peut comprendre ce principe de consultation et d'information préalable qui est aujourd'hui un grand cheval de bataille au niveau international, notamment à l'égard pour les imposer aux entreprises. Donc c'est pas à force, c'est pas s'opposer en tant que tel au projet, mais aux conditions dans lesquelles ils sont élaborés. Je ne sais pas si c'est finalement le mot de la fin, c'était pas volontaire, je ne voulais pas vous imposer mon mot de la fin. J'aurais dû vous consulter préalablement. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, j'espère que ce genre de discussion pourra être refaite pour notre université. En tout cas, Alejandra et tous ceux qui ont travaillé avec vous, votre organisation, vous serez toujours les bienvenus pour ce genre de manifestation ou autre. Si on peut vous aider, nous serons là. Et donc, on espère que cela fera avancer le débat et la cause défendue et que cela aura permis d'éclairer aussi tous les participants et auditeurs de ce panel. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne journée à Mexico, une bonne début de soirée en France. On se prépare au couvre-feu qui est un peu plus tard maintenant, mais qui va quand même arriver. Et voilà, nous vous disons à bientôt et merci beaucoup pour cette riche discussion. Bye.
Thank you. Thank you, Veronique. Thank you, Lawrence. Muchísimas gracias. And Paul. Jenny. Thank you very much. Bye-bye. Merci beaucoup. Gracias. Hasta luego. Ciao. Gracias, Canel. Merci.